Eh ben écoutez les amis, on va tout de suite passer donc à la dernière partie de l'émission. Et donc, on va passer donc au dernier box-office de la soirée sur Ghostbusters. C'est parti, générique. Alors, on est parti donc pour Ghostbusters Frozen Empire. Tout de suite, bande-annonce. Tu la touches pas! De retour dans le studio de Chemical Production, les amis. Donc on va parler de Ghostbusters, Frozen Empire, ou La Menace de Glace, ou L'Empire de Glace au Québec. Donc c'est un film réalisé par Gilles Kennan, donc qui était co-scénariste de Ghostbusters Afterlife. On retrouve au casting donc Paul Rudd, McKenna Grace, Finn Wolfhard, Dana Croy, Bill Murray et Annie Hudson pour les rôles principaux. Il y en a plein d'autres. Voilà, le but était un meet-up, on va dire, des Ghostbusters. Le synopsis du film est très simple. La famille Spengler retourne là où tout a commencé, la caserne de pompiers emblématique de New York pour faire équipe avec les chasseurs de fantômes originaux. Mais lorsque la découverte d'un ancien artefact libère une force maléfique, les Ghostbusters nouveaux et anciens doivent unir leurs forces pour protéger New York d'une nouvelle ère glaciaire. Voilà. Voilà les amis. Donc qui veut commencer pour parler de ce film? On a commencé donc par GG et moi, je veux Gigi. bien. Et bah Maxou, je te laisse la parole. Alors, Ghostbusters, bah évidemment, je pense que comme tout le monde, on en attendait quelque chose puisque c'est un petit peu notre enfance. Les premiers Ghostbusters. Donc film un petit peu surnaturel, fiction, voilà, les fantômes, avec une musique entraînante évidemment qui reste encore aujourd'hui. Hein. Ouais, bon là tu parles du côté Madeleine de Proust de la saga. Mais évidemment parce que il y a forcément des choses qu'on a envie de retrouver et qu'on retrouve, c'est-à-dire évidemment la caserne des pompiers, donc là où ils se trouvent, hein, leur lieu, leur QG, qui est un petit peu mal en point dans le film. Il prend un petit peu l'eau, il y a un petit peu des malfaçons, mais bon, il faut l'argent pour entretenir tout ça, et ça c'est bien mis en avant. Ecto-One. Ouais, mais qu'on avait aussi dans Afterlife. Mais bien sûr, mais Ecto-One, on le retrouve dans quasiment tous. Je veux dire, c'est le véhicule d'intervention des Ghostbusters, les tenues, les appareils, donc les nouveaux d'ailleurs, puisqu'ils en ont des nouveaux. Les projections à protons. Voilà, ouais, c'est ça, exactement. Ouais. On retrouve aussi le glouton, le fantôme glouton qui est là quasiment tout le temps. Donc voilà, c'est un petit peu de nostalgie. Bon, on avait vu Ghostbusters, l'héritage, donc qui amenait un petit peu ces personnages. Donc là, c'est la suite. Qu'est-ce que tu as pensé du film? Qu'est-ce que j'ai pensé? Bah, écoute, moi, je pense que j'ai apprécié. Il y a des choses qui ne vont pas, ça c'est clair et net, on va en parler. Il y a eu beaucoup d'attentes et finalement, on peut être déçu sur certains points. C'est-à-dire que j'ai apprécié le méchant. Le méchant, il arrive et c'est là qu'on se dit « Ah, enfin, bordel, ça commence ». C'est-à-dire que le méchant, il arrive, on entend sa voix, je veux dire, la VF est très bonne hein, là-dessus. C'est vrai qu'il y a une bonne VF. Mais oui, et le méchant arrive, et on se dit, waouh, ça y est, là ça en jette, qu'est-ce qui va se passer là? Et le méchant, je trouve, il est pas trop mal. C'est trop rapide, je trouve, à le tuer, tout ça, enfin bref, c'est trop rapide, mais le méchant est bon. Ils auraient pu faire un meilleur truc, quoi. Alors, bon... donc il y a quand même une déception de ta part. Il y a une petite déception. On arrive à retrouver ce qu'on attend d'un Ghostbuster, c'est-à-dire un petit peu de la musique, avec Ecto-One, des scènes où voilà, on chasse un petit peu le fantôme. Ce qui a
pas forcément sur celui-là et qui avait un petit peu dans les premiers, mais on en avait un petit peu parlé ensemble, c'est-à-dire que c'est tout ce qui est à côté. C'est-à-dire que la ville en elle-même, elle est un petit peu détruite, mais on voit pas tous les gens, les humains qui y vivent et qui sont impactés par ces fantômes. C'est-à-dire que dans les premiers, on ressentait un petit peu plus ça. Ouais. Et là, en fait, la menace de glace, donc il y a tout qui gèle et tout, mais on voit pas, en fait, les gens souffrir, les gens être impactés par ces fantômes. Alors, oui, et là, moi, je reviens à un truc qui, pour moi, est fondamental, les attentes et les promesses d'un film. On parlait justement tout à l'heure de Godzilla X Kong, mais Godzilla X Kong, dans ses attentes et ses promesses, il est plutôt correct. On voit une collaboration entre Godzilla et X Kong, qu'elle plaise ou qu'elle plaise pas, elle est là. Oui, il a été vendu. On a eu ce qu'ils ont vendu. On a eu ce qu'ils ont vendu. Ah ouais, ça a été vendu comme deux gros monstres avec une Gado fluo. Non, mais voilà, on a eu une Gado fluo avec des gros monstres. Des gros monstres. Voilà, exactement. Ça, je suis d'accord. Voilà. Oui, mais je trouve... La Ghostbusters, on a une affiche qui est incroyable. New York sous la glace. Et même dans l'affiche, ils sont sur le pont de Brooklyn, qui est iconique et sous la glace, etc. Tout l'arc final se passe dans la caserne. Quelle déception! Mais bien sûr. Alors on voit quelques scènes justement dans la ville où c'est glacé, mais en fait on voit personne. Ah, mais là, les quelques scènes qu'on voit dans la ville qui est glacée, c'est ce qu'il y a dans la bande-annonce. Ouais, tout à fait. La bande-annonce, c'est devant un film sous la, vraiment le royaume tu des mettais glaces, des fonds verts dans le garage, on faisait la même chose. Alors non, j'ai pas les mêmes effets spéciaux. Tu fais moi le lien avec Kikichi se Kong. dépote un peu en termes de montage, mais je veux dire, tu fais le lien avec Kong, mais pour moi, je fais le lien avec ce qu'on appelle attente et promesse d'un film. D'accord. Mais moi, je vais faire le lien sur justement, un peu comme quand Godzilla et Kong ils cassent un peu la ville. C'est à peu près la même chose dans Ghostbusters, c'est-à-dire qu'on voit pas tout ce qui est à côté l'humain qui souffre. Je sais pas si tu te souviens un petit peu notamment des scènes on va parler de Independence Day par exemple, où vraiment tu vois les humains il y a le chaos, pris dans le chaos. Oui. Mais là, en fait, c'est vraiment centré sur les personnages du film et en termes de figuration ou d'extérieur, on ne voit plus tout ça. Alors, dans Independence Day, c'est ça le sujet aussi. C'est l'humanité face à une menace qu'ils connaissent pas. Là, le sujet, il est pas là avec Godzilla, etc. C'est deux gros monstres. Enfin, je veux dire, quand tu marches dans ton jardin, tu fais pas attention aux milliers de fourmis sur lesquels tu es en train de marcher. Oui, mais je trouve que dans les anciens films, c'était plus mis en avant que sur les nouveaux films. Non, mais ça, je suis d'accord avec toi. Mais c'est pas une question de ça. Et puis en plus, déjà, l'affiche de Independence Day a été vendue avec le money shot du film, donc ce fameux plan où la fameuse Maison Blanche explose, etc. Donc on sait bien que dans Independence Day, l'humain à l'échelle va se faire déboîter. Tu vois ce que je veux dire, c'est qu'en fait, là, je te parle de les alentours, c'est-à-dire que là, on suit vraiment les personnages principaux. Je te parle de la promo du film Ghostbusters. Oui. Pour moi, le film ment aux spectateurs et c'est pour ça que j'ai été extrêmement déçu. Toute la promo, elle tourne autour des alors qui sont dedans. Alors que Afterlife ne faisait pas ça. Afterlife montrait, on va dire, plus ou moins un teasing plutôt furtif, voire même léger, comme quoi on allait retrouver certes des éléments de Ghostbusters, mais on savait pas dans quoi on allait arriver. Et c'est pour ça que quand on arrive à l'arc final, ce truc ultra nostalgique où on a même ce spectre de Spengler qui est là, qui va nous tirer la larme à l'œil et qui est vraiment très fort. C'était dans l'héritage, ça. C'était dans l'héritage. Parce que déjà, ils sont partis sur un méchant qu'on connaît déjà dans le premier, donc voilà, ils n'ont pas pris de risque, mais à la fois c'était bien parce que c'est un méchant qui revenait. En fait, ils ont pris les codes de ce qu'on connaissait et puis ils ont joué sur la nostalgie. Là, après, pour les deux, du coup. Mais là, pour le officiellement donc le 4e opus, parce que Afterlife est considéré comme le 3, vraiment, on va pas se le cacher. Là, pour le 4e opus de Ghostbusters, pour moi, il y a un gros problème entre ce qu'on te vend en termes de film, que ce soit la bande-annonce, que ce soit les affiches. Je suis désolé, si vous allez voir ce film, ce n'est pas spectaculaire. Non, moi je m'attendais à l'âge de glace et au final pas du tout. Et c'est non mais tu vois mais c'est bête, mais pendant toute la promo ils te font vraiment le truc du règne des glaces quoi, vraiment le méchant qui glace le truc. Où est l'Empire exactement. L'Empire il dure 10 minutes. Il dure 10 minutes, l'Empire. Les 15 dernières minutes, t'as la ville qui gèle. Et c'est pas bon. Et c'est pas bon parce que là, on se fout de la gueule du spectateur. En fait, le truc, c'est que là, on est à un tel point où même le film ne raconte même pas grand-chose. Honnêtement, là, je vous ai fait un synopsis qui est plutôt
vague, parce que si on va sur Allociné ou des choses comme ça parle de laboratoire secret ou des trucs comme ça, ça te dévoile le truc intéressant du film, comme quoi les Ghostbusters ont évolué et qu'ils ont développé entre guillemets un laboratoire secret, et encore c'est même pas les nouveaux Ghostbusters, c'est les anciens Ghostbusters qui font ça en zoom soon. Voilà quoi. C'est celui qui a fait du pognon des anciens Ghostbusters. C'est ça. Voilà, qui fait ça en zoom zoom. Mais ça, c'est un truc intéressant, tu vois. Non, mais c'est bon, quoi. Ah, bah, dis donc, dans les années 2020, on a beaucoup plus de moyens que dans les années 80. Oh là là, dis donc, hein. Oui, mais oui, d'accord. Sans déconner, quoi. Alors, il y a à la fois de la logique, mais c'est plutôt cool de voir que l'univers s'étend et que le côté Ghostbusters Enterprise évolue. Ah bah, et moi, j'aime bien ce délire-là. C'est génial, comme ça, si t'as du givre dans ton garage, bah, ils viennent. Non mais voilà, moi c'est pas, mais vraiment moi c'est vraiment. Non mais vraiment moi c'est ce côté-là qui m'a gêné dans ce film, c'est le côté où on va mentir aux spectateurs à vous dire que globalement de la glace vous n'allez pas en voir. Juste à la fin. Mais même pas à la fin, puisque ça se passe à la caserne. Oui. Tu n'as même New York sous la glace, il y a un plan. Il y a un plan, oui, il y a un plan ou deux. C'est pas normal. Ben oui. Ton film s'appelle et où tu vois l'Empire de glace, ou la menace de glace. Ton film, il a un méchant les plus badass de la franchise. Honnêtement, oui. Et t'en fais de la merde. Y a quand même moi je trouve que esthétiquement parlant, il est quand même très imposant ce méchant. Et le seul truc où vraiment j'ai retrouvé l'ambiance de Ghostbusters, l'humour c'est de Bill Murray. La fameuse réplique de Bill Murray quand lui il arrive et que je me suis dit ah ouais, ça tu vois c'est typiquement bien sûr Ghostbusters à l'état brut, genre Bill Murray qui fait du second degré alors qu'il a une menace qui peut littéralement l'annihiler devant lui. Vraiment, c'est ça pour moi. Et en plus de ça, comme tu dis, là on est dans les années 2000, on est en 2024, donc année 2020, beau moyen, etc. Le film est même pas épique. Le film le premier film qui est sorti dans les années 80 est plus épique avec cette séquence du bonhomme marshmallow qui marche dans New York. Est-ce qu'il y en a dans ce film-là des petits marshmallows? Oui, ils ont mis les petits. C'est les mignons. Mais alors du coup, ça les mignons, ils sont un peu trash. Ouais, mais pour le coup, mais déjà dans le précédent, ils étaient un peu trash. Moi, je l'avais dit dans le précédent, c'était un truc que j'avais bien kiffé, mais par contre, t'avais soulevé que c'était un placement de produit, donc voilà. En fait, c'est kiffant, mais qu'est-ce qu'ils foutent là surtout? Parce que c'est pas des esprits. Non, mais dans le premier, c'était un placement de produit parce que ça se passait à Walmart. Là, en l'occurrence, c'est pas pareil. Et c'est une scène dont on aurait pu se passer, mais je trouve qu'elle passe mieux. Elle est mieux introduite que dans le précédent, parce que. Enfin, c'est mieux introduit que dans le précédent. En revanche, moi, je vous rejoins pas du tout sur le fait que le méchant, il a l'air menaçant et que c'est le plus badass de tous. Il y a un gros problème. Il y a un gros problème avec ce méchant. Il possède pas des gens. Ah ouais. Il y a pas le côté possession. Et c'est ça qui rend la menace, c'est-à-dire qu'en fait, n'importe qui pourrait être possédé. C'est toi, c'est moi, c'est ton voisin, c'est quelqu'un que tu connais, etc. Là, il y a rien. Tu vois, alors que dans les deux précédents, enfin dans les deux premiers, il y a le côté possession avec les deux chiens, les chiens, etc. Oui, mais dans les trois. Mais en gros, un fantôme va posséder quelqu'un. Non, mais là, c'est pas quelqu'un qui du coup, c'est remis à un comic relief avec l'espèce de motisma, pour les Pokémaniacs, vous aurez la ref, qui peut prendre possession de n'importe quel objet. Et c'est tout. Mais c'est pas, enfin moi, une agrafeuse qui peut agrafer des trucs, c'est pas menaçant, tu vois. Je m'en fous. C'est vrai. Tu vois. Par contre, ma voisine se retrouve possédée et je suis le maître des clés. Oui, c'était le premier. Oui, et ben oui. Oui. Sauf que tu vois, là il y a quelque chose. Tu sais, je veux dire, t'as carrément une poussette avec un bébé dedans qui traverse la rue toute seule. Enfin, tu vois, t'avais. Là, il y a le lion qui est possédé. Ah bah oui, il y a le lion qui est possédé. Ouais, et c'est pareil, c'est un objet inanimé, l'espèce de clin d'œil, l'espèce de. Alors, je pense que ils ont un problème avec les écologistes, encore une fois, parce que c'était déjà ce qui était dénoncé dans le Afterlife. Dans le 2. Dans le 2, tu sais le conseiller municipal Roukmout qui pointe, et qui est le maire dans celui-là. Je sais pas si vous aviez fait le rapprochement. Ah non, j'avais pas fait gaffe. Et c'est le vilain conseiller municipal qui est contre les Ghostbusters parce qu'il ravage la ville, etc. Et que c'est un maire écologiste. Et vous remarquerez que la première chose que percute l'Ecto One, c'est des vélos, dis donc. Et des vélos type Vélib.
j'ai pas fait gaffe. Et claque. Et là, donc là, je me dis, tiens, des Vélib, il y a des Vélib à New York. Gling, hop, on les déglingue. Ah, d'accord. Et là, hop, c'est le maire qui débarque. Ah putain, c'est le maire et c'est l'écolo qui était le méchant dans le 2. J'ai dit, vas-y, alors, on va voir, peut-être qu'ils vont en faire quelqu'un parce que les choses vont évoluer. Ah bah non, ils en refont le vilain de l'histoire administrative. Ouais, mais sauf que du coup, il veut pas de Ghostbuster et puis en plus c'est le vilain écolo qui a bien fait ce qu'il avait dit puisqu'il a mis des Vélib, tu vois. Là je me suis dit, d'accord. Et à la fin, du coup, il est obligé d'avouer que ils sont bien. Après, à la fin, ils sont bien, etc. Il est obligé d'avouer, ils ont quand même réussi à sauver New York. Ils ont quand même réussi. Mais je comprends ce que veut dire GG. Ils ont sauvé de rien du tout. C'est pareil, le délire avec d'où vient le vilain. Le maître du feu aussi. Le maître du feu et machin. Mais c'est ça, j'ai des questions. Moi, j'ai des questions. Mais lui, alors, Egiji, quel est le rapprochement entre parce que bon, à la Ghostbuster, c'est les ennemis fantomatiques, esprits, etc. Menace de glace, donc un ennemi. Mais qu'est-ce qui, c'est un esprit ou c'est alors on nous parle d'une entité qui est enfermée dans un artefact par un organisme qui est les maîtres des feux. Voilà. Qui était la grand-mère ou la mère. Alors, on sait pas, mais là, juste pour dire. En gros, il y a un organisme, ils s'appellent les Maîtres des Feux. Ils ont emprisonné ce gars-là. Zuko, il a emprisonné Katara dans une boule. Okay. Maître du feu, maître des. Voilà. Et donc, en gros, le gars est très puissant. Pas très recherché. Alors, j'ai envie de parler du feu ou l'autre. Les deux. Le maître du feu, il paraît pas intimidant au début. Mais voilà, parce que moi, c'est ce qui m'a choqué. C'est-à-dire qu'en fait, le mec, il arrive, il débarque, il apprend qu'en fait, il a des super pouvoirs. Il apprend avec une petite flamèche au début, et à la fin, il va te niquer le méchant avec du feu. Enfin, je veux dire, ça aussi, c'est un peu tiré par les cheveux. D'autant plus que le mec, il vend une boule qui, au fur et à mesure, il découvre c'est un truc ancestral, tout ça. Il la vend 65 billets. Oui. Non, tu vois que le mec, il s'intéresse vraiment. Oui, le scénario, t'es un petit peu bâclé là-dessus. La logique, bordel. Alors, mais il l'emmène chez Réexposition. Comme de par hasard. Le mec qui est tout le temps en train de t'expliquer ce qui est en train de se passer, et puis tu mets un ecto devant un truc scientifique et ça devient tout de suite quelque chose de logique. Putain, franchement, c'était lourd. Et alors, là, tu parlais de déception tout à l'heure, mais la plus grosse déception, c'est le fait que le précédent était rafraîchissant, génial, avec des gamins qui jouent bien, de bonnes idées, de bonnes idées de plans, etc. Exact. Et là, rien. Alors, plus rien. Et en plus de ça, les petites innovations du genre, maintenant il y a un drone. Oui. Il te crame la cartouche, mais dès le premier moment où il y a l'Ecto One qui est dedans. Ouais, il est mort. Tu pouvais pas garder ça pour plus longtemps. Je veux dire, déjà, rien que le petit buggy, me rappeler qu'il y a le petit buggy, c'était génial. Et vous vous souvenez de ce plan avec l'Ecto One qui dérape et le drone en même temps. Mais c'était génial. Et là, il y a rien. Ah non. Mais forcément, c'est plus le même réal. Et voilà, justement, j'y viens. Donc, dans le précédent Afterlife, donc était réalisé par Jason Reitman, donc fils de Ivan Reitman, donc réalisateur original de Ghostbusters. Là, donc actuellement, c'est donc c'est père et fils. Oui. Ah d'accord. Je savais pas. Ivan Reitman donc était réalisateur de Ghostbusters. Jason Reitman a réalisé Afterlife. Là, c'est son co-scénariste qui l'a réalisé, donc Gilles Keenan, parce que Jason Reitman, en fait, est sur un autre projet actuellement. Il est en tournage. Il est en tournage de son prochain film qui s'appelle SNL 1975, et c'est un film qui raconte les coulisses de la toute première émission, donc du Saturday Night Live, donc d'où vient les 3/4 des personnes qu'on suit dans Ghostbusters, donc Dana Croy, Bill Murray, voilà. Y compris le cast du mal-aimé SOS Fantôme de 2016 avec donc les actrices. Y compris les actrices de Ghostbusters 2016, qui, je le répète, donc Afterlife était beaucoup mieux que le 2016. Le Ghostbusters de 2016 est beaucoup mieux que celui de 2024. Clairement. Oui. Là, il n'y a pas de doute, il est beaucoup plus épique, beaucoup plus intéressant. Il y a des meilleures vannes, vraiment. Quand tu vois Ghostbusters de 2024, le film de 2016 ne mérite pas les critiques qu'il a dû engendrer. Mais c'est dommage quand t'as une franchise comme ça avec un renouveau du Afterlife et de faire. Par exemple, quand t'as une saga comme ça, t'as bien des.
les créateurs de la saga, etc., c'est ceux qui valident, un regard, Quand tu vois un réalisateur qui propose une vision, qui disent, je sais pas, parce que ou alors c'est nous les fans producteurs, qui ont la vision de. Franchement, que dans Afterlife, il avait compris. En plus, c'était le fils du réalisateur, donc il y avait vraiment ce côté nostalgique. Mais tu vois, il est toujours au script, le bonhomme. Non, mais c'est là où je comprends pas. Parce que tu vois, où va l'argent, bordel? Le Afterlife. Non, mais le Afterlife, ils nous ont fait revenir donc l'ersatz de Pazuzu, là, je sais plus comment s'appelle le méchant, mais je sais plus non plus, mais mais c'est un nom à la noix. C'était bien. En plus, enfin bref, et tu vois, la limite, je suis en train de me dire, il m'aurait fait revenir Vigo des Carpates, ça aurait été mieux. Bah oui. Tu vois, non mais franchement, tu sais, j'aurais été genre en mode, c'est pas bien, vas-y, nous refont le coup des mêmes berries, pas d'originalité, tu vois. Enfin, je te fais ma critique, machin, en nous reprenant le méchant du 2, etc. Ben en vrai, ça aurait été 10 fois mieux. Afterlife, ils ont pris le méchant du 1 et c'était épique. Je veux dire, mais en plus, dans ça gêne de partout. C'est même pas parce qu'il y a du slime partout. J'en sais rien. Tu sais, ils auraient pu reprendre cette idée-là du 2, par exemple, le fait qu'il y ait du slime partout. Il y en avait un petit peu, mais il y avait quasiment rien. Il y a trop. Franchement, il y a trop. Bah non, mais le côté nostalgique. Le côté slime, il est juste là pour évoquer le glouton et c'est 10 fois quoi. Et d'ailleurs, je ne comprends pas parce qu'ils ont déjà été confronté au glouton. Le mec, quand il voit du slime, il doit bien savoir que c'est lui, Finn Wolfhard. Au bout d'un moment, on le sait, on le connaît. Ouais, mais sauf que c'est un autre glouton qu'ils avaient vu dans le premier. C'était pas le même. Il était un peu chenille, bizarre. Dans le précédent, dans Afterlife, ok. Là, c'est le glouton d'origine. Bon, éventuellement, il y aurait eu un petit explication qui vient lui dire non, mais celui-là, c'est notre pote, faut pas être tiré dessus, déconne pas. Avec la voix de Richard Darbois derrière sur Dan Aykroyd. Mais est-ce que le glouton d'Afterlife était pas censé être le vrai glouton, mais modernisé? Parce que c'est vrai qu'il est différent. Non, parce que là, c'est un glouton vert, comme c'est vraiment l'origine. Et d'ailleurs, on sent par contre qu'ils ont fait l'effort de faire une marionnette, de la filmer, de changer l'opacité, etc. Là, franchement, bel effort sur celui-là. Même d'ailleurs sur d'autres choses. D'ailleurs, tu sens qu'il y a eu un délire d'opacité pour les spectres. C'est pas de la CGI ou des choses comme ça. Non, honnêtement, clairement. Bon, pour Spengler dans Afterlife, forcément que t'es obligé de mettre de la CGI. Voilà. Oui, l'acteur est malheureusement décédé. L'acteur est malheureusement décédé, mais bon, quand même. Mais pour en revenir, comme tu dis, je ne comprends pas comment une personne comme Jason Reitman en fait peut coécrire un film comme ça, le dédicace à son père, parce qu'il est dédicacé à Ivan. Non, mais c'est ça, le premier. Enfin, je ne peux pas. Il était dédicacé, il n'y a aucun problème, tu vois, normal en plus. Oui, mais là, il est encore dédicacé à Ivan. J'ai vu ça et j'ai encore vu pour Ivan. J'ai merde, il est en train de faire de l'électricité dans son coffre. Non, celui-là, franchement, je comprends pas, j'ai un peu de mal, quoi, tu vois. Et moi, j'ai apprécié l'actrice parce que j'aime bien l'actrice. McKenna Grace, elle joue bien. Ils ont fait toute la promo sur le fait que la puberté, quoi. Et puis c'est autour d'elle. Excusez-moi les gars, mais moi c'est ce que j'ai dit. Je me suis dit tiens, il va encore y avoir un petit peu de wokisme, machin et tout, parce que elle se lie d'amitié finalement avec la fantôme. Non, mais cette romance à la Casper, la mère. Mais justement, quelle gamine oui, mais justement, heureusement, McKenna Grace, donc la petite fille de Spengler. Voilà, tu sais, il y a le grand-père, la mère et donc sa fille à elle. Qui est une bonne actrice et qui joue depuis petite. Elle avait notamment joué dans le film Marie avec Chris Evans, que j'ai adoré. Mais elle, je me suis dit, tu vois, justement, il va y avoir une romance peut-être avec la fantôme. Et ben pas du tout, et je trouve que c'est bien. Oui. De se dire, bah tiens, on est juste amis et il y a une trahison. Une romance interdimensionnelle, c'était bizarre. Oui, mais en fait, moi j'ai l'impression qu'ils l'ont écrit comme une romance et qu'ils se sont arrêtés au milieu en mode on n'assume pas. Il y a un peu de ça franchement, aussi. Peut-être. Franchement, moi c'est comme ça que je l'ai vécu. Et puis les autres gamins, enfin je veux dire, comment la fille du shérif de Afterlife qui se retrouve là, le qui comme par hasard. Ouais, le qui est là, oui. Et Podcast, je l'ai pas reconnu. Et Podcast qui est là. Après, il a une chemise et qui sert à rien. Après, je crois qu'il a la même chemise que dans le 1 limite, parce que l'asiatique du 1. Oui, c'est ça, mais qui a grandi en fait, qui était génial. Ah ouais, le personnage était génial. Qui a grandi. Oui, mais d'accord. Et qui n'a pas le même aspect, je suis d'accord avec toi. Qui a grandi, qui a minci, la puberté est là, voilà. Non, mais il n'y a pas de problème. Mais ils l'ont habillé pareil que dans le 1 parce que sinon on l'aurait pas reconnu. Ou je sais pas quoi. Enfin, mettez-lui une perche à selfie au moins, je sais pas. Ouais. Non, mais mettez-lui, on va dire, des gadgets. Ben oui.
C'était ça le truc dans Afterlife, le côté gadget, le mec qui bidouille tout, il filme. À la limite, le coup du drone, c'est lui qui le fabrique en dernière minute. Genre, ah bah ouais. Putain, merde. Là, podcast, il déboule pareil. Non, c'est. En fait, ce film-là, c'est mettre des gens pour mettre des gens. Genre, mais même les anciens. Paul Rudd. Mais non, mais même pas Paul Rudd. Mais même les anciens Ghostbusters. Ouais. Attends, t'es en scène d'exposition. On te balance l'introduction qui est pas mal parce que là, elle se passe dans le passé. On te raconte un fait potentiellement qui va être mis. Ça c'est cool. Oui. Ça il faut le souligner. La scène d'intro est bonne. Elle était très bien. Elle était très bien filmée avec les pompiers, tout ça. Franchement, en plus petit clin d'œil, c'est les pompiers qui interviennent. Voilà. Qui viennent de la même caserne. Voilà, ça c'est cool. Ça c'est sympa. Il y a pas de problème. Franchement, il y a pas de problème. Par contre, après dès que tu commences le film. Donc tu as atterri avec les personnages de Afterlife. Tu vois Finn Wolfhard, tu vois McKenna Grace, tu vois la mère, tu vois Paul Rudd. Boum, scène d'exposition qui sert à rien. On te dit juste, elle doit plus pratiquer elle doit plus pratiquer parce qu'elle est pas majeure. T'en es à ce niveau-là quand même. Hein. T'en es à ce niveau-là. Ils font quelque chose ils font une activité qui est répertoriée par l'URSSAF. Je ne crois pas. Donc elle a le droit globalement de faire ça. Oui. Non mais voilà, je tiens à le signaler. Bref, ensuite y a-t-il l'URSSAF aux États-Unis? Je ne sais pas. Bref, mais en tout cas, il doit bien avoir un organisme comme ça. Donc bref, on s'en fout. Elle chasse les fantômes. Bien si elle veut aller majeure ou pas majeure, on s'en bat les couilles. Après, ensuite, on te dit quoi? C'est l'heure du caméo. Fou Dan Aykroyd. Donc il y a Dan Aykroyd qui déboule. Et Dan Aykroyd, il est là et il vient et il t'explique tout. D'accord, il déboule tout. Après, tu te dis, tiens, on va retourner chez Paul Rudd, voir un petit peu. Bon, il arrive pas à faire sa petite lessive. Donc, bon, tu le vois faire un petit peu sa lessive, sa tambouille, nanana. Ah, c'est un peu chiant. Allez, fou Bill Murray. Moi, son personnage. Je te jure, c'est ça. Stranger Things, la dernière saison, ça vous rappelle rien? Ah, dis donc, on a plus de lessive. Bah non, je l'ai pas. Eleven, tu veux pas faire le ménage un petit peu? C'était que ça. Ils font le ménage, ils vont faire les courses. C'était long. Moi, le personnage de Paul Rudd, non, je sais pas. Non, mais tu vois, et en fait, le truc, c'est que ce film-là, c'est de l'enchaînement sur de l'enchaînement. Ouais. Tu ne racontes rien. Tu passes 2 heures comme ça, et t'arrives à la fin de ton film et tu te dis, bah merde. Star Wars. C'est fini. Star Wars 7. Ouais, donc en gros, pas de développement de personnage. Mais en fait, le truc, c'est que t'en es là, contrairement à Afterlife, où là, on te parle de la mythologie des anciens. Je veux dire, McKenna Grace, ce qui est intéressant, c'est qu'elle va elle retrace le parcours de son papy. Mais tout était cool parce que même le prof qui est à fond dans les trucs. Mais si vous vous souvenez pas, vous avez pas vu, il leur montre, donc il était intéressé. Enfin, il y avait tout qui était cohérent. En fait. Moi, j'avais apprécié l'héritage. Non, mais l'Afterlife est un des meilleurs de la franchise. Moi, c'est l'héritage. Oui, bon. Voilà, oui, mais c'est l'héritage côté français, excusez-moi. Moi, j'avais apprécié celui-là parce que ça montrait la nostalgie du truc. Là, comme je vous ai dit, j'ai apprécié ce film. Il y a certains passages, oui, mais la plupart, c'est non. Non, mais moi, je le dis, je le répète, moi, ce qui compte un film, c'est les promesses qu'il te dit. Moi, ce film-là, il respecte pas le spectateur. Ah non, moi je m'intéresse pas. Tiens, ça va être comme ça. Moi, je regarde le film et après je me dis, c'était cool, c'était pas cool. Sauf que là, t'es sur un des plus gros. Là, t'es sur un des plus gros blockbusters, on va dire, de l'année. Tu vois ce que je veux dire? À partir du moment où tu dis que c'est un SOS fantôme, tu t'attends à quelque chose d'envergure. Pour moi, Ghostbusters, c'était pas forcément un film comme la franchise Star Wars ou des trucs comme ça. C'était bien à l'époque, mais c'était pas non plus. Sauf qu'on a eu ce débat-là pour Afterlife l'année dernière. Ouais. C'est comment c'est devenu aussi culte. Comment c'est devenu aussi culte en si peu de films. Et en si peu de. C'est vrai. Et en fait, le truc, c'est que tu te dis qu'il y a une communauté derrière Ghostbusters. Exactement. Mais tu peux pas leur faire ça, c'est pas possible. Moi, je me mets à la place. Moi, je suis pas un grand fan je suis pas un hyper fan, on va dire. Je suis pas un hyper fan des Ghostbusters. J'apprécie les films, j'apprécie ce qu'on me propose, surtout quand c'est innovant, comme l'Afterlife. Parce que l'Afterlife, on en parle en mode, ouais, c'est nostalgique. Mais c'est pas que nostalgique, c'est un bon film. Il y a un bon développement de personnages. On s'intéresse et en plus de ça, on est loin de New York. C'est le renouveau. Et ça exploite correctement les choses. Enfin, rien que le fait que la montagne où tout ça va se passer, il y a un espèce de temple et c'est la carrière dans laquelle on est allé puiser les pierres pour monter ce fichu building. Et déjà dans le premier, on te parlait que ce building, il était construit avec des trucs bien particuliers qui faisaient que tout le building était une entraîne relais ectospectrale. Merde. Non mais tout était cohérent en fait dans ce film. Voilà, il y a de la cohérence. Là, il y a R. Non mais c'est même pas R et c'est même pas cohérent avec ce que le mec qui a écrit ça a écrit juste avant. Mais ouais, je comprends pas. Je comprends pas comment un mec qui a écrit Afterlife peut faire ça. Je comprends pas. Et je pense à la communauté vraiment des hyper fans de Ghostbusters. Tu sais, des mecs qui vont dans les conventions, qui se déguisent et des trucs comme ça.
Putain, mais merde. Oui, voilà, oui. Mais comment tu peux faire ça à la commu, quoi? Il y en a même qui ont vraiment recréé Ecto One et tout. Mais d'ailleurs, je vous dis, c'est un bon point. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas changé Ecto One. C'est-à-dire que maintenant, on modernise, comme par exemple le taxi en France. On est passé d'une 406 à une 407. Là, on passe vraiment. Non, mais c'est vrai. Et à la fin du taxi 5, il y a 508. Ils auraient pu changer. Ils auraient pu faire un corbillard Tesla. Non, mais oui. Ils auraient pu moderniser le truc et ils ont gardé le truc original. Non, mais tu peux pas. C'est pas possible, tu peux pas toucher à ça. C'est comme tu touches pas au Faucon Millenium. Tu peux pas toucher au Faucon Millenium. Demain, je suis d'accord avec toi. Demain, t'as un remake, même un remake de ça. De Retour vers le futur. Tu ne me mets pas une autre bagnole que Tesla. ça. Une Tesla, ça passe. Non, alors, à savoir que ils ont sorti une nouvelle DeLorean. Mais même la nouvelle DeLorean, j'accepterais pas. C'est bien sûr que non. J'accepterais pas. Oui, je suis d'accord avec toi, mais ils l'ont pas fait, donc c'est déjà un bon point. Alors, pour ceux qui n'ont pas la couleur, comme dirait Michel Vignier, c'est GG parle de Retour vers le futur, parce que derrière le studio, on a des éléments de retour. Maquette de. Voilà, de Retour vers le futur. Donc j'ai une magnifique maquette de DeLorean, voilà, et de Retour vers le futur. Mais comme je dis, la DeLorean de Retour vers le futur, c'est pareil, c'est un truc que tu ne peux pas toucher. Ils n'ont pas touché à Ecto One. Ecto One, tu ne peux pas toucher. Faucon Millenium, tu ne peux pas toucher. Et c'est pareil, comment ça peut devenir aussi culte en si peu de films. C'est vrai. Back to the Future, il y a 3 films, quoi. Et il devrait en rester 3. Ah, mais oui, non, voilà, mais et ça reste c'est pas un projet. Non, je te rassure, le réalisateur a dit, c'est Robert Zemeckis qui a dit, de mon vivant, jamais. Jamais de 4. Voilà, jamais. Et il y a aussi un autre truc aussi qui est culte. Et c'est pour ça que ça n'a pas marché. La K2000. Dans la nouvelle génération, ils ont remplacé par une Mustang. C'était naze, ça n'a pas marché. Voilà. Tu touches pas à des trucs comme ça. C'est l'histoire. Bien sûr. C'est l'histoire avec un grand H, avec le cinéma. C'est pour ça que c'est un bon point. C'est pour ça que je dis que c'est un bon point. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas touché vraiment aux choses originelles. Je suis d'accord. Sauf que c'est juste qu'ils ont essayé d'ajouter des innovations avec les 1000 gadgets. Mais ça, c'est pas grave. Le côté drone, comme dit GG, c'est une bonne. Ah bon, le drone, franchement, c'est une super bonne idée. Le fait de pouvoir suivre et tout dans les airs, génial. Mais mets-le pas en scène d'intro. Mais tu me mets pas ça en scène d'intro. Non, mais c'est sûr. Garde un peu de surprise, nom de nom. Mais en fait, non mais il a été gentil. Mais justement, c'est pour accrocher le spectateur. Ouais, mais tu vois, mais pourquoi ils font ça maintenant? Parce que ça coûtait trop cher de faire des plans comme ça larges de New York sous la glace. En fait, je vais voir un film au cinéma avec un budget de ouf d'un blockbuster et tu me sers une merde que t'aurais dû mettre sur Netflix. Non mais t'as raison. Oui. En fait le truc c'est que là tu parles en colère. Là tu parles. Mais moi je suis en colère aussi face à Ghostbusters. Je suis en colère. Parce que Afterlife était vraiment. T'as vu? Je suis en colère. Dans ma tête, j'ai Bigard. Attends, je suis colère. Attends, tu peux refaire la colère, s'il te plaît? Je suis colère, merde. On a eu la surprise, la colère. Une palette d'acteurs ici, les amis. Non, en fait, en gros, là, je vous le dis honnêtement, c'est plus les fans de franchise qui parlent. On est des passionnés de cinéma et voir Ghostbusters de Frozen Empire, c'est exactement ce qu'on veut plus voir au cinéma. Voilà, j'ai mal à mon Godzilla, t'as mal à ton. Mais non, mais moi je parle aux franchises en règle générale. C'est exactement ce qu'on veut plus voir aux franchises. GG a fait la fameuse vanne de Star Wars 7, c'était la même. C'est bon. C'est si t'as plus rien à raconter, raconte plus. Laisse. Ou alors raconte autre chose, comme par exemple Rogue One. Rogue One, voilà, bien sûr. Raconte autre chose dans le même univers, mais autre chose. C'est vrai. Exactement. Ça fonctionne. Ça fonctionne, suites, raconte autre chose. Tu me laisses la princesse Leia, tu me laisses Obi-Wan tranquille. L'univers Ghostbusters, je suis sûr qu'il y a moyen de faire un beau truc. Bah oui. Honnêtement, il n'a pas été exploité encore. Totalement d'accord. On est encore dans les premiers, c'est-à-dire on suit les mêmes, en tout cas la famille, les premiers personnages sont là, on est encore dans le même univers. Mais est-ce qu'il peut pas être développé? Parce que je ne suis pas sûr qu'il va y avoir une suite à ça. Déjà. Qu'est-ce que tu veux pas forcément. Qu'est-ce que tu veux? Non mais qu'est-ce que tu veux raconter de plus? Exactement. Et en plus de ça, j'irai même plus loin. À la fin de Afterlife, on avait quand même ce sentiment de fin. Oui. Ce sentiment de conclusion réunis, même la personne même l'acteur qui est malheureusement décédé. Il y avait la toute fin où t'avais mais Sigourney Weaver. Non, alors ça c'est la post générique. Non, le truc qui va péter. Mais t'as eu le truc, t'avais le compacteur d'ectoplasme qui se mettait en sécurité. Et justement, même ça, c'est même pas respecté. Mais oui. C'est-à-dire que le défaut, il vient après. Les mecs ont déjà déménagé depuis l'Oregon.
C'est vrai, t'as raison. Ou je sais pas quoi. Parce que du coup, même ça, c'est pas respecté. La fin d'Afterlife où on nous montre que le truc il se met en sécurité, qu'en gros il est peut-être surchargé de fantômes. Ça, après, dans le 2, c'est. Si, il est surchargé de fantômes. Mais en gros, c'est suite. Mais en fait, ils en remettent un dedans et c'est là qu'il y a le défaut. C'est là qu'il y a le défaut. En gros, comme s'ils avaient chanté le défaut et puis voilà quoi. On en refait un nouveau film quoi. Mais mais voilà. Mais moi, je pense qu'ils en feront un en plus d'exploiter du coup le truc du. Tu mets. Ils ont découvert entre guillemets, la nana, elle est rentrée dans le truc qui absorbe les esprits des objets pour s'absorber son esprit à elle pour le côté fantomatique là, tout ça. Ouais, bah alors. Je pense qu'ils vont jouer avec ça sur le prochain. Ils vont découvrir pour essayer d'aller sur la dimension fantomatique et tout. D'accord, mais va au bout des choses. Le prochain Ghostbusters, on va dans la dimension des fantômes. Oui, que eux ils y aillent. Que eux ils y aillent. Toi, là, pousse le truc. Pour avoir un Quantum Mania avec une. Il y a un problème dans le Stalker. Et il faut aller dedans. Oui. Non, mais tu vois ce que je veux dire. Mais là, on est sur Quantum Mania. Faut pas nous faire un Quantum Mania avec une bouillie. Alors oui. Non mais attends, Quantum Mania. Il y a aussi tout le délire de Marvel de tous les studios de FX Marvel, etc., qui sont surchargés de travail, etc. On nous avait promis déjà une épopée. Digne de Star Wars, finalement on se retrouve avec du Space Kids et je l'ai regardé récemment d'ailleurs quand tout manière. Ouais, bah donc voilà quoi. Et puis c'est tout. Voilà. Et... Faut que visuellement ça claque. Si tu fais, mais le délire est bien, mais il faut que ça suive derrière. Mais il faut suivre derrière. Ouais. Et voilà. Par contre, je vais vous avouer, là, le film de Ivan Reitman, là, de Jason Reitman là sur le SNL, ça me chauffe de fou parce que tu sens que déjà d'une qu'il va avoir un attachement, il va devoir raconter aussi les histoires qui ont collaboré avec son papa. D'ailleurs, c'est Dylan O'Brien qui va jouer donc Dan Aykroyd jeune. Moi, ce film, là, SNL 1975, ça me chauffe, hein, clairement. Et Ivan Reitman, tu vois. Si il a senti le filon et qu'il est parti sur SNL 1975 et qu'il a pas réalisé Ghostbusters, je pense que même lui n'y croyait pas. Il a dû sentir, il l'a vu. Il a dû. Tu sais, on dit coécrire, mais genre. Si t'as écrit une phrase dans le scénario, t'es obligé d'être mentionné. Hein. Et puis coécrire, ça peut être t'as fait ta première tambouille, les producteurs ils ont dit bah non les gars, faut écrire ça. L'autre il réécrit pratiquement tout. C'est Ant-Man 1, le premier Ant-Man. Ils ont mis Edgar Wright écrit une partie, puis après ça a été. Après bon pour Ant-Man 1 c'est plus ou moins vrai, mais quand même officiellement il y a 45% du scénario d'Edgar Wright qui est resté. Hein. Ah oui, non mais oui. C'est pour ça d'ailleurs que Ant-Man 1 avait beaucoup marqué parce que Peyton Reed avait plutôt bien assuré le coup, mais il avait un scénario super détaillé sur 45% de son film. Tu vois, voilà. Mais à mon avis, le réalisateur d'Afterlife, il a fait ça en mode masterclass. Je fais mon truc, je lâche le micro. Mais c'était pour son papa. Ouais, voilà, c'est ça. Non, mais c'est ça. Après, en plus, je crois le mec à la base, il fait des documentaires ou quelque chose comme ça. Jason Reitman, peut-être, je sais pas. Mais en tout cas, il fait pas de trucs très narratifs comme ça. Mais je pense que d'ailleurs, pour moi, Jason Reitman, c'est déjà d'une Afterlife, c'était son premier film. Oui, c'est ça, c'est son premier film. Il voulait vraiment le faire en mode film hommage. Mais c'est normal. Attends, et puis on se rend compte quand même. On se rend compte de l'œuvre que son père a fait. On en a parlé. En 2 films, c'est devenu cultissime, cultissime. Et Ivan Reitman a réalisé les 2. Donc pour qu'un film culte arrive, déjà il y avait la musique. La musique a été réellement. En plus, ils interviennent dans le clip. Je me souviens, les acteurs, ils interviennent. Hey, Ghostbusters. Et t'as un uniforme que tu vois en convention ils reprennent. T'as le véhicule. Et t'as un logo. T'as tout pour vendre t'as tout pour faire un. Non, mais il y a marketing. Voilà. Évidemment, ils en ont fait des caisses. Hein. Tu mangeais Ghostbusters, t'avais des céréales, t'avais machin. Hein. Ça, il y a pas de problème. Ça a toujours été un produit marketing. Mais c'est fait intelligemment. Mais il y a. Franchement, les effets spéciaux à l'époque, maintenant quand tu le regardes aujourd'hui. Ah bah non, mais moi je le trouve très bon. Hein. Non mais il vieillit pas. Hein. Oui, ça se regarde bien. T'as des incrustes de gargouilles, d'accord, dans le premier, où tu vois les voitures passer au travers en transparence. Oui, mais ça se regarde bien. Ça se regarde bien. Que cherches-tu ? Alors non, je me suis planté. Hein. Non, il est très très bon, hein, Jason Reitman. Hein, clairement, un mea culpa. Donc Jason Reitman, il a réalisé Juno avant. Hein. D'accord. Donc très bon film avec Elliot Page. Donc voilà, parce qu'entre temps, elle a fait une Juno, c'est transition. Merci beaucoup. Je cherchais le mot. Je voulais pas dire de conneries. Et apparemment, il a fait aussi Young Adult. Donc ça, je ne connais pas. Apparemment, voilà, mais en tout cas, c'est pas son premier film. Jason Reitman, voilà, c'est avec Charlize Theron, Young Adult, voilà. Donc beau casting quand même pour ses films. Puis après, il a réalisé plein d'épisodes de séries.
Donc voilà. Donc c'est quelqu'un qui est habitué à la réalisation, Jason Reitman. Donc bon. Et après voilà, il a fait donc SOS Fantôme, l'héritage. Voilà. Donc qui est très très bon. Finalement, pour cette review de SOS Fantôme, la menace de glace, on va plus parler de SOS Fantôme, l'héritage tellement. Mais tu vois, parce que en fait, en soi, c'est ça, c'est dommage. Parce que l'héritage, c'était la promesse. Qui est tenue. Et là, il n'y a pas le paiement. C'est ça. De la promesse. C'est ça. Voilà. Je suis d'accord avec toi. Et toi, Lulu, t'en as pensé quoi? Parce qu'on t'a pas beaucoup entendu. Alors déjà, j'allais y venir. Lulu, tu l'as vu? Lulu, tu l'as vu? T'aurais peut-être pas dû. Non? Au moins, je l'ai vu. Ok. Non, mais je sais pas. De toute façon, on a déjà tout dit, donc je vais dire de plus, mis à part que pourquoi. Ouais. Non, mais c'est vrai, t'as raison. Va l'argent. Non, mais sérieux, ils nous font un Afterlife qui est fantastique parce qu'on te resserre un peu. Bah, t'as la sauce nostalgique, plus de la fraîcheur. Là, on te balance une bouillie de caca sur grand écran. Au bout d'un moment, faut arrêter de prendre les fans et tout ça pour des cons. Moi, je pense à la commu, honnêtement, Ghostbusters. Je pense à la commu Ghostbusters et moi, je suis triste pour eux. Je suis triste pour eux d'avoir encore un opus comme ça. Je sais que les gens ont été très virulents sur celui de 2016. Je comprendrai jamais pourquoi. Mais honnêtement, il est peut-être pas au niveau des deux premiers, mais il est loin d'être mauvais. Celui-ci, pour moi, rentre dans la catégorie des films mauvais. Est-ce qu'on entend la musique au moins? Oui, à la fin. À la fin, ouais. À la fin, elle apparaît à la fin. Mais bon, ça c'est bien, c'est normal. Oui, c'est comme Ecto-One, tu vois. Bien sûr. Bien sûr. Et puis t'es obligé. Heureusement qu'elle est là, mais c'est pas elle qui va sauver le film. Là, ils ont modernisé aussi. Il y a pas même un moment où à la télé on voit un extrait du clip ou tout ça, ils montrent un peu les trucs qu'on a vus. Ils ont montré tous les trucs dérivés et tout. Ouais. Ils ont déjà fait ça dans Afterlife. Oui, mais dans Afterlife, on était là plus pour te raconter que les Ghostbusters ont existé, que d'un coup, paf, ils ont arrêté. Tu vois, là on s'en souvient plus et en fait ils ont trop bien bossé les Ghostbusters. C'est ça qui était cool, tu vois. Et là en fait t'as l'impression que depuis que c'est la nouvelle team, c'est un peu la merde, tu vois. Et ils n'arrivent pas à être aussi efficaces. Gary, t'as vu le film ou pas? Je sais plus du tout. Là, je suis désolé. Là, ça fait 3 heures là qu'on est en live. Oui, je l'ai vu ce film et c'est le seul que j'ai vu des Ghostbusters. Ok. Du coup, je suis pas sûr que ce soit le meilleur du coup. Ah non, clairement pas. Non. Tu vas plus apprécier quand tu verras les autres. Hein. Ah, du coup. Bah, si je la regarde, on va voir. Mais alors attention, je suis sûr que ça refroidit ça. Alors, c'est un mauvais jeu de mots déjà. Alors, je tiens à signaler quand même, Gary, ne te fie pas à ce film pour Ghostbusters. Je pense que c'est des films qui devraient te plaire. Ouais. Prends le temps de les regarder un jour quand tu auras l'envie. Ouais, les deux premiers, et puis après Afterlife, et franchement, tu vas. Je pense que tu vas bien kiffer, Gary. Moi, pour ce film, je pense qu'ils avaient l'un des méchants les plus puissants qu'ils pouvaient avoir, puis ils en ont rien fait en soi. Bah oui, totalement, ça c'est clair. Hein. Moi, pour moi. Parce que le méchant, vraiment, il est bien fait. Moi, non, mais je suis d'accord avec toi. Il y a une fois, il y a. Ouais. Après, pour GG, pas le cas, mais moi j'aime Glass. Non, parce que d'habitude, justement, il s'incarne, quoi. En plus de ça, il a un faciès humain dans les deux cas, à chaque fois. Ah oui, il a pas du tout. Tu vois. Et donc, du coup, il y a. Ouais, moi je trouve que les deux précédents, ils sont bien plus menaçants que lui. Ok. Lui, d'accord, oui, il fait peur, oui, c'est impressionnant, mais c'est, ça, il fait pas assez vrai. Ok. Alors, mais c'est vrai. Et tu sais, je reproche ça à un fantôme quand même, hein, de pas faire assez vrai. Mais je comprends l'absurdité de ce que je suis en train de dire. Mais c'est le principe de Ghostbusters. Mais en fait, voilà, je trouvais que les méchants précédents étaient tangibles, lui, il l'est pas du tout. D'accord. Ok. Tu trouves qu'un gros bonhomme chamallow c'est tangible? Eh ben non, mais justement, ça c'est une hallucination et en plus c'est très bien amené. C'est un cauchemar. Puisque c'est le moment où il faut surtout pas penser à quelque chose de menaçant parce que sinon ça va s'incarner. Bon. Et il pense au chamallow. Et d'ailleurs, c'est pas possible. Avec cette espèce d'énorme placement à la fin avec le camion, etc. Ils veulent ressortir la franchise de Chamallow. De Chamallow, c'est pas possible. Oui. Moi, c'est ce que je me suis dit. En fait, quand ils veulent le camion. Ils veulent, ouais. Moi, je me suis dit, ils veulent nous vendre des trucs. Ouais, peut-être. Je sais pas. On verra. Bientôt sur Amazon. C'était tout. Ouais, il va y avoir un petit film, genre Les Mignons, avec les guimauves. Oui. Les guimauves. les guimauves. Eh ben, on en arrêtera là pour ce soir. Merci beaucoup, les amis, de cette émission. On a vraiment bien parlé, on a bien rigolé.